Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le thème, c'est les chemises bleues et les notes de version d'Asana en septembre. Ça va, tiens? Salut Bastien, ouais, carrément, et toi? Ça va super. Écoute, j'adore parler des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Alors souvent, on les connaît depuis un petit moment déjà. On les voit passer notamment sur le forum ou ailleurs. Mais là, c'est officiel. On va parler des choses qui sont sorties en septembre 2025 et que normalement tout le monde va pouvoir utiliser. Alors, petit détail malgré tout, hein, quand une fonctionnalité est officiellement annoncée, parfois ça veut dire que le déploiement a commencé. Et pour certaines fonctionnalités par le passé, ça a pu prendre plusieurs semaines avant que tous les utilisateurs disposent de ladite fonctionnalité. Ok. Je rappelle que nous sommes des représentants de Aidu, partenaire Asana. On est là pour vous aider dans la mise en place de vos workflows, vos objectifs, vos projets, tout votre travail au quotidien. Faire en sorte que vous ayez le smile comme nous quand vous travaillez au quotidien et que vous soyez pas tout déprimé dans vos Excel et vos emails. Et du coup, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Pas d'accord avec ça? Alors, tout le monde n'est pas déprimé dans Excel, mais c'est sûr qu'on est plutôt plus C'est- souriant dans Asana, c'est sûr. Effectivement, j'ai peut-être un peu exagéré. Euh, Cette semaine, vous êtes habitués, quand on fait la revue des notes de version, je fais trois listes des choses dont il faut absolument parler, les choses qui sont pas mal et les choses qui sont un petit peu inutiles, ou en tout cas qui ne concernent vraiment pas tout le monde. Et on commence par le top. Les demandes d'accès et leurs réponses sont désormais disponibles pour un certain nombre d'objets. Alors, tu sais peut-être pas de quoi je parle, parce que c'est une fonctionnalité qui est pas hyper connue. En fait, dans Asana, quand une personne ne voyait pas, par exemple, un objectif, ne voyait pas un portefeuille, ne voyait pas un projet, historiquement, elle se retrouvait face à un écran qui disait, niet, soit ce projet n'existe pas, soit t'as pas accès. Et Asana est en train de mettre en place un système beaucoup plus robuste où on peut demander à accéder à un objet. Donc, on n'est plus face à un mur, on est face à une page qui dit, vous n'avez pas accès, demandez à avoir accès. Et donc, c'est ce qu'on appelle les demandes d'accès. Et Asana est en train de développer du coup ces demandes d'accès sur tout un tas d'objets, avec notamment la partie gestion des demandes reçues en face. Et donc, notamment dans la console d'admin, il y aura également un endroit où il y aura les demandes d'accès. Et donc là, la nouveauté, c'est que maintenant, ce système est disponible sur les objectifs, sur les tableaux de bord, sur le workload, la gestion des ressources, sur les plans de capacité et sur les bundles. Donc vraiment disponible de plus en plus. Ok, donc je vois quelque chose avec un lien, je clique dessus, je tombe sur une page, j'ai pas accès, mais je peux demander l'accès. Et là, la personne qui est admin ou propriétaire de l'objet reçoit une notif et elle peut m'octroyer l'accès. Exactement. Alors, le problème qui demeure avec tout ça, et nous, on a eu le cas il y a quelques jours, c'est que la personne, souvent, ne sait pas à quoi elle demande accès. Puisqu'en fait, dans Asana, pour des raisons de confidentialité, le nom des objets n'est pas révélé. Évidemment, si vous voulez négocier la fusion de votre entreprise avec une autre ou la vente de votre entreprise et qu'il y a un projet qui s'appelle vente de l'entreprise, faut pas que les gens voient le projet. Donc, en fait, ces demandes d'accès, souvent, se font en aveugle. On ne sait pas à quoi on demande accès. Et on a eu le cas récemment, on travaille avec des externes. On a un portefeuille dans lequel on a un projet par externe. Et je crois qu'on s'est trompé, on a donné accès au portefeuille à un externe qui ne voyait rien dans le portefeuille, sauf son projet à lui. Et du coup, a demandé l'accès à tous les projets un par un, pensant que c'était quelque chose auquel il avait droit. Ok, intéressant. Et moi, ce que j'aimerais bien voir comme fonctionnalité, c'est les demandes d'accès avec la logique de droit. Par exemple, je suis invité dans un projet, je suis commentateur, par exemple, et j'aimerais bien qu'Asana me permette un jour, je crois pas que ce soit le cas, de dire est-ce que je peux devenir admin de ce projet ou éditeur de ce projet parce qu'il y a une raison valide derrière. Et ensuite, la personne qui est admin, par exemple, reçoit une demande. Mais je crois pas que ça existe encore. Alors, je crois que oui, parce que je l'ai fait quelques fois où ça m'est arrivé de dire à des gens de l'équipe, bah non, t'as pas besoin d'être éditeur sur ce projet. Il me semble qu'il y a déjà cette granularité, ou alors la personne demande à accéder et par défaut, ça demande d'accès, de valider le niveau par défaut. En tout cas, j'ai visuellement en tête cet écran qui dit éditeur accepté, refusé. Donc, il est possible que ce soit le cas, mais peut-être pas que tu puisses demander toi à monter, mais par contre, quand tu es invité, demander à avoir les droits par défaut. Ok, je comprends. Fonctionnalité numéro 2.
amélioration du chat intelligent. Alors, tu es notre expert interne de AI chat. Alors, visiblement, le chat est plus performant. Il adapte ses réponses à votre rôle, à votre fonction et à votre cas d'utilisation. Il a une meilleure compréhension des sections, des champs personnalisés lorsqu'on pose une question sur un projet ou sur mes tâches, ce qui améliore la pertinence de la réponse. Alors, je sais pas si tu l'as constaté, je pense que c'est des choses qui sont assez transparentes dans le quotidien. Alors, j'ai pas testé là depuis quelques jours, mais en tout cas, au fur et à mesure des mois, il s'est énormément amélioré, hein. Au début, Ouais. c'était une recherche améliorée. Maintenant, on peut vraiment avoir des conversations, on peut lui demander de faire des récaps de choses avec un format particulier. Ça se rapproche de plus en plus d'un vrai outil comme ChatGPT, Claude ou Gemini, où vraiment on peut structurer et discuter avec lui et obtenir plein d'infos. L'avantage ayant qu'il a accès aux projets, aux tâches, etc. Et il comprend le vocabulaire Asana. On n'a pas besoin de lui réexpliquer, donc c'est un vrai gain de temps. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est disponible en haut à droite. Vous avez j'allais dire des étincelles, mais c'est quoi? Si, des petites étincelles, des petites sparkles. Et vous Ouais. cliquez dessus et vous avez le chat qui s'ouvre. C'est ça. Et une petite remarque aussi, on peut lui poser des questions sur Asana. Il est aussi connecté au guide d'Asana. Donc, si vous avez du mal avec une fonctionnalité ou vous voulez savoir est-ce que c'est possible de faire ça comme ça, il va aussi vous donner des réponses là-dessus. Ouais, effectivement. Et ce qui est intéressant dans l'annonce, c'est que le rôle de la personne, visiblement, prend encore plus d'importance. Alors, moi, historiquement, je disais aux gens, ça ne sert à rien dans votre profil de remplir votre rôle, sauf si vous voulez que vos collègues sachent quel est votre rôle. Mais en fait, ça ne débloque aucune fonctionnalité. Et c'est de moins en moins vrai. Notamment, j'ai créé un compte pour quelqu'un il y a 2 jours. Quand tu te connectes pour la première fois, on te demande quel est ton rôle, dans quelle équipe tu bosses, etc. Et Asana est en train de déployer des fonctionnalités d'onboarding, de recommandations qui sont liées au rôle de la personne. OK. Et donc, si je partage mon écran rapide, Allez, volontiers. euh, Je te rappelle de le, décrire ce que tu vois au cas où des personnes écoutent et n'aient pas l'image. Très bien. Donc en fait, donc je clique sur mon profil. Alors il est en haut à droite pour certains, et puis nous là on a une version où il est en bas à gauche. Mais peu importe, j'accède aux paramètres de mon Asana. Et ce premier menu de profil, c'est là-dessus où je vais trouver un champ qui s'appelle rôle, où on peut choisir un des rôles dans une liste, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, il y a. Alors, c'est ce champ-là, selon toi, qui est déterminant, ou est-ce que c'est éventuellement d'autres champs, par exemple, comme le champ poste? Alors, le rôle, c'est sûr, puisque c'est expliqué en dessous, hein, que c'est pris en compte dans l'onboarding. Pour le reste, j'ai plus les exemples en tête, mais je sais qu'ils sont de plus en plus pris en compte. Oui, parce que par exemple, sur les pages d'équipe, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose que je maîtrise trop, mais sur une page d'équipe, on a ici la colonne poste Oui, maintenant. tout à fait. Et donc ça va influer aussi sur la gestion des ressources, l'IA qui va éventuellement attribuer des tâches en fonction des postes. Donc en effet, ces champs-là deviennent de plus en plus importants à remplir dans le profil. Exactement. Et la notion de rôle que tu viens de montrer, malheureusement pour le moment, n'a aucun rapport avec les rôles dans les modèles de projet qu'on définit lorsqu'on veut assigner des tâches à des rôles plutôt qu'à des personnes. Pour l'instant, c'est complètement dissocié. De la même manière, c'est dissocié aussi dans la liste des membres d'un projet. Quand on va dans l'onglet aperçu, on a des rôles. Ce n'est pas la même chose. Alors c'est le même mot malheureusement, mais c'est pas du tout le même concept. Donc ici, effectivement, dans aperçu, on a des rôles qui sont précis. Alors il est possible que maintenant, si tu précises pas, ils reprennent le rôle que tu as dans ton profil. Parce que je suis pas sûr qu'on ait rempli nous-mêmes tous ces rôles-ci. Je sais pas, on est dans un environnement de démo, donc tout est possible. Très bien. Euh, Troisième annonce, alors on n'a pas énormément de détails, mais c'est la sortie de l'add-on qui s'appelle Compliance, gestion des autorisations et de la conformité. Donc pour ceux qui utilisent Asana depuis longtemps, Asana depuis longtemps c'était des plans et c'est tout. Donc on avait historiquement d'ailleurs, si on se rappelle, on avait Premium Business Enterprise. On est depuis 1 an ou 2 passé à Starter, mais pas surtout, hein. Désolé. Starter, Advanced, Enterprise, Enterprise Plus. Donc, c'était hyper simple à comprendre. Et maintenant, on a la notion d'add-on. C'est-à-dire qu'on a AI Studio, qui est une add-on qu'on rajoute, qui est une add-on qu'on achète avec un coût fixe, qui permet notamment d'avoir des crédits, qui n'est pas lié au nombre de sièges.
On aura prochainement, je travaille pas un secret en disant qu'il y a une add-on sur les feuilles de temps, les timesheets et les budgets, qui est une add-on qu'on achètera par personne, mais on peut choisir de ne pas la prendre pour tout le monde, une add-on payante. Et là, on est sur une add-on encore différente en termes de fonctionnement, puisqu'en fait, c'est une add-on qui est disponible pour Enterprise, pour des gens qui veulent acheter des fonctionnalités Enterprise Plus, mais sans passer à Enterprise Plus. Donc Enterprise Plus a un certain nombre de fonctionnalités. Enterprise Plus est évidemment plus cher. Et si vous voulez pas passer le gap en entier, vous pourriez décider de payer uniquement pour la donne et avoir du coup de la gestion d'autorisation avancée et de la gestion de la compliance, de la conformité avancée. Alors j'ai pas les prix, je peux pas les communiquer de toute façon, je pense qu'ils seraient pas publics, mais n'hésitez pas si vous êtes intéressé et que vous êtes en enterprise, vous pouvez vous tourner vers nous. Les infos que j'ai, c'est qu'il faudra payer la donne pour tous les sièges de l'entreprise. Ok. Et on parle de un ou deux add-ons là. Donc c'est Un compliance, seul, permission. Un un seul seul, il add-on s'appelle qui. compliance. Non, tu as raison, c'est deux add-ons différents, effectivement. Un add-on permission et un add-on compliance. Et effectivement, dans notre espace, on s'était préparé à ces deux add-ons, et tu as raison, c'est deux add-ons différents, qui auront probablement des prix différents aussi. On va attendre de voir ce qu'il en est. Très bien, très clair. Et visiblement, Asana, en tout cas, part dans cette direction d'avoir des add-ons, un peu comme Monday a un petit peu depuis longtemps. Asana est clairement en train d'aller dans cette direction. Donc les prix d'Asana ont baissé récemment, mais dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'avoir des add-ons supplémentaires pour ajouter des fonctionnalités. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à acheter l'add-on iDo en supplément, qui permet d'avoir un accompagnement par des experts. Autre fonctionnalité que j'avais notée comme intéressante, c'est notée comme étant l'activation transparente des licences en lecture seule. Donc maintenant, les administrateurs de compte Enterprise Plus peuvent attribuer et gérer des licences en lecture seule depuis la console d'admin sans passer par Asana. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionnait jusque-là? Alors, il me semble qu'on devait contacter Asana ou Aidu, si c'est nous qui gérions vos licences, par exemple, pour demander l'activation de ces nouvelles licences. Et pour rappel, c'est à partir du plan entreprise. Exactement. Donc, à partir du plan entreprise, vous avez la capacité d'attribuer des licences lecture seule gratuites à toutes les personnes que vous souhaitez, ce qui leur permet de ne faire que de la lecture dans le compte. Est-ce que tu as en mémoire un peu les capacités de ce que peut faire une personne en lecture seule? Alors, on avait testé un petit peu dans un environnement démo. Pour résumer, la personne peut absolument tout voir ce que vous lui partagez. Donc, elle a vraiment un Asana qui ressemble au vôtre. Elle peut consulter les projets, des portefeuilles, des tâches, les commentaires. Elle peut vraiment tout voir, mais elle a vraiment quasiment aucune possibilité d'interaction et de collaboration avec le reste des équipes qui sont sur des licences traditionnelles payantes. Donc, pas de commentaires, pas de complétion de tâches. Elle voit tout, mais elle n'est pas active sur Asana. Elle peut malgré tout soumettre des formulaires. Je viens de vérifier, hein, c'était une subtilité qu'on avait étudiée en interne et qu'on avait notée. Est-ce que tu te rappelles de mémoire si elle a un écran métâche? Elle peut pas compléter de tâches, n'est-ce pas? Alors, je crois pas donc qu'elle ait un écran mais tâches, en effet, petite subtilité, mais en tout cas, elle peut pas les compléter, c'est sûr. Je crois qu'il n'y a pas d'écran métâche et c'est ce qui nous permettait de savoir qu'une personne était en lecture seule parce que c'est pas forcément facile à voir. Donc, petite nouveauté, sachant que ça fait très longtemps hein, que cette fonctionnalité a été réclamée par des clients. Nous, on avait parfois des clients, ils étaient 1000 employés, ils en avaient 800 qui avaient juste besoin de consulter des infos quand ils étaient sur le terrain. Historiquement, on leur vendait 1000 licences avec une réduction. Et ben là, les choses ont changé. Vous pouvez acheter 200 licences et avoir a priori 800 licences en lecture seule. Alors c'est hyper limitant au quotidien hein, parce qu'on ne peut que consulter, mais dans certains cas d'usage, ça peut malgré tout être utile. Et il y a quand même une mécanique, je trouve intéressante, qui est régulièrement dans l'outil, un utilisateur en lecture seule peut demander de voir sa licence promue Mhm. en licence complète. Donc, si c'est vraiment bloquant, la personne fait une demande, l'admin de l'organisation, du compte, ou peut-être de la division reçoit une demande dans sa console d'administration et l'admin peut valider l'attribution d'une vraie licence à la personne. Et je pense que ça rentre dans le mécanisme de gestion des accès, gestion des demandes. À mon avis, tout ça maintenant est un peu unifié.
et on va avoir de plus en plus des endroits où toutes ces demandes sont finalement centralisées. C'est un petit peu dur à gérer jusque-là et ça va devenir un peu plus facile. Euh, Au passage, j'en profite parce que dans les épisodes précédents, on avait mentionné les traductions françaises qui n'étaient pas incroyables sur notamment les notes de version. Donc pour info, on l'a signalé à Asana, ils vont s'en occuper et ils vont améliorer tout ça. Et donc je dis ça parce que je vais essayer, on va voir si tu arrives à deviner quelle est la nouveauté que je vais te citer. Espace réservé dans la planification des capacités. Alors, je vois ce que c'est tout à fait. C'est en anglais des placeholders. Placeholder sur les capacity planning. Alors tu peux peut-être nous montrer à quoi ça ressemble. Placeholder dans les capacity planning. Donc, Capacity Plan, hein, qui est une fonctionnalité, il me semble, qui est à partir Enterprise. de Enterprise. OK. Euh, une fonctionnalité. Alors, attendez, hop, je suis pas sur le bon environnement. Le voici. Donc, si je vais ici dans. Où est-ce que c'est? Je suis un petit peu perdu sur le nouveau mode. En reporting. Non, euh, Allocation de ressources, ouais, je l'ai. Et plan de alors capacité. tu partages pas l'écran. Moi, j'ai toujours un écran noir. Je sais Étonnamment. pas. Ça a l'air d'être bon, mais ça n'a pas démarré. Petit souci de partage aujourd'hui. Ok, j'y suis. Donc, ici, C'est plan bon. de capacité. Si je clique sur l'un des plans de capacité, par exemple celui-ci, on va trouver la possibilité d'ajouter une personne ou un substitut. Là, ils l'ont traduit substitut. C'est pas mal. Et donc, à ce moment-là, on peut mettre une vraie personne ou alors un rôle euh, fictif qu'on vient créer. Du coup, on peut en créer d'autres apparemment. Euh, Et donc, je pour viens de le rappel, changer. pour ceux qui utilisent Asana depuis longtemps, vous aviez la gestion des ressources. La gestion des ressources, ça permettait de voir sur un graphique étalé dans le temps les tâches assignées à des personnes avec notamment un poids qui est souvent temps estimé, temps effectif ou un autre poids, une autre mesure. Le problème de la gestion des ressources qu'on avait depuis le début, c'est que ça oblige à créer des tâches. Ça oblige à créer des tâches qui sont en plus assignées à des personnes. Donc, si vous avez trois projets quasiment signés qui sont dans votre pipeline et que vous voulez faire un peu de la simulation de charge, historiquement, vous deviez en fait créer réellement ces projets, les assigner réellement à des gens. Évidemment, du coup, notifier tout le monde, ça créait un bazar pas possible. Et ça rendait difficile la gestion de la planification. Le plan de capacité, à l'inverse, permet de faire du déclaratif et donc de dire j'ai tel et tel projet qui arrive et je vais faire des assignations, des allocations, c'est le terme technique. Donc par exemple, sur cet exemple, Larry est assigné pour 100 heures sur le projet de Salon de Lille entre telle date et telle date, avec toujours cette mesure de capacité maximale qu'on peut avoir par personne ou par projet. Et donc ça, c'était du coup beaucoup plus pratique. Le problème malgré tout qui restait, c'est que des fois, on ne sait pas qui sera par exemple le chef de projet et on voulait créer une ligne chef de projet avant même de pouvoir décider. Et donc, avec les substituts, on peut faire ça. À noter que ça va arriver prochainement, je crois, mais les plans de capacité vont aussi intégrer des données de la gestion des ressources. Parce qu'en fait, on avait un peu un gap entre les deux. En fait, la gestion des ressources était très court terme, le plan de capacité était très long terme, et au moment où ça se chevauchait, on avait un petit peu de mal à avoir de l'info. Et donc, j'ai vu quelques screenshots qui montrent que les deux vont un petit peu fusionner. En tout cas, les données réelles vont venir se mélanger ici à des données de planification. Super, réconcilier le passé et le futur. Merci, c'est le mot que je cherchais. C'est pour ça qu'on est deux, Arthur. C'est magnifique. On devrait faire les Euh, traductions françaises d'Asana. je leur ai proposé. Je crois que c'est l'IA qui va s'en charger. Donc c'était la fin des annonces principales. Alors c'est un mois un petit peu calme, hein. Il n'y a pas eu de grosses annonces. Je dirais pas que c'est décevant, mais voilà, ça n'a pas énormément bougé en tout cas dans les annonces principales. T'as un commentaire ou Non, non, j'attends que tu enchaînes peut-être sur j'enchaîne? des Ok, choses. ouais. Deuxième partie sur des annonces qui sont malgré tout un peu sympas. Pour ceux qui utilisent la connexion avec Slack, on en parlera juste après, mais les confirmations d'action ne sont plus directement postés dans le canal Slack, mais sont postés dans un thread. Alors, je sais plus comment c'est en français, mais dans une conversation parallèle, ce qui fait que tout le monde n'est pas notifié. Donc, globalement, ils ont amélioré un peu le niveau de notification que pouvait générer l'intégration avec Slack.
ce qui est toujours utile. Alors nous, on a malgré tout, enfin moi en tout cas, je crois qu'on n'a pas le même avis là-dessus, mais j'ai tendance à ne pas recommander l'intégration avec Slack parce que dans beaucoup de cas, c'est en fait un contournement pour faciliter la vie de gens qui ne veulent pas aller dans Asana. Et donc quand c'est le cas, j'ai tendance à dire que à pushback et à dire que c'est une mauvaise idée et qu'en fait il faut quand même s'attaquer au problème frontalement. Il y a quand même des cas où les gens n'ont effectivement pas de licence et donc pas de licence Asana et donc travaillent dans Slack. Mais je constate malgré tout que c'est un énorme risque que de faciliter la vie des gens qui souhaitent rester dans Slack. Et si tu veux prendre 30 secondes pour, euh, pour commenter, Arthur, je crois que tu n'as pas un avis complètement identique. Alors, moi, c'est simplement par plusieurs expériences clients où, en effet, quand on est sur des cas où certains outils comme Teams ou Slack sont très intégrés dans les processus d'une équipe, moi, j'ai pas forcément vocation à essayer de complètement basculer le mode de fonctionnement, surtout qu'Asana répond pas à 100% de ce que fait un Slack, hein. Nous, on utilise Slack en interne, par exemple, parce que ça répond à certains besoins. Donc je trouve qu'il y a quand même un terrain parfois d'entente dans certaines configurations, pour certains projets, certains types de notifications envoyées dans un channel en particulier par exemple, ou dans lequel on peut trouver quand même un terrain d'entente. Donc il ne s'agit pas de connecter et d'intégrer les deux sur tout, mais parfois ça peut avoir des cas utiles, notamment quand des équipes sont en train de passer sur Asana. Il y a toute une phase de transition où en fait le change management, en fait, c'est vraiment, il ne faut pas forcer les gens, il faut arriver à leur montrer la valeur de l'outil. Et à ce moment-là, les intégrations peuvent jouer un rôle transitoire. Tout à fait. Je pense que transitoire est un mot qui est important puisque on a malgré tout beaucoup d'exemples d'adoptions qui ont échoué parce que les gens restaient dans Slack, faisaient tout dans Slack et Asana était vu comme un outil où il fallait juste aller compléter des tâches, alors qu'en théorie, c'est quand même là-bas que la discussion devrait avoir lieu. Quatre fonctionnalités, je vais les passer vite, je veux bien ton avis. On peut maintenant cacher toutes les images sur les tâches en un clic dans les vues tableau. Donc, Euh, t'as un Bien ou avis pas ou bien? c'est pas une question piège. Non, non, c'est très Oui, bien. oui. Dans les vues tableau, les tâches, donc on a des blocs pour chaque tâche, et quand on mettait des pièces jointes, par défaut, on voyait les pièces jointes qui apparaissaient, il y avait une sorte d'aperçu. Et en fait, très souvent, si on choisit mal la pièce jointe, ça rend rien du tout, c'est assez moche. Et donc, bah, fallait cacher tâche par tâche. Et donc maintenant, il y a un bouton pour désactiver toutes les images de couverture. Donc bien, plutôt bien. Bien. Ouais, je suis d'accord. Pour ceux qui utilisent AI Studio, vous avez maintenant la capacité de mettre des pièces jointes dans vos instructions qui sont stockées sur Dropbox ou sur Box. Donc pour ceux qui ont des process internes dans des PDF, des choses comme ça qui sont stockées dans Dropbox ou Box, maintenant AI Studio sait aller lire ces infos-là. Donc, euh, Microsoft SharePoint, Google Drive et maintenant Dropbox et Box. Et documents placés directement aussi dans les instructions, évidemment. On reste sur AI Studio. Alors l'annonce, elle est un peu vague, mais en gros, AI Studio peut maintenant beaucoup mieux comprendre le contexte et accéder à beaucoup plus d'éléments du Work Graph. Alors là, il précise pas lesquels. Récemment, je sais qu'il y a eu les objectifs, les portefeuilles, la gestion du travail, tout ça est maintenant disponible dans AI Studio. Et je pense que c'est un peu une annonce globale pour dire que finalement, bah, il y a quasiment tout le graphe, ou même tout le graphe d'ailleurs, hein, qui est dispo dans AI Studio. Bonne nouvelle, AI Studio devient de plus en plus intelligent et potentiellement coûtera aussi de moins en moins cher en termes de crédit, hein. Je pense que ça va aussi s'améliorer en termes de consommation au fur et à mesure que aussi les modèles sur lesquels est basé AI Studio, Anthropic, OpenAI s'améliorent. En fait, on a un outil qui est de plus en plus performant. On rappelle malgré tout que donc AI Studio n'est que dans les projets, dans les règles de projet. Et on rappelle que par défaut, une règle AI Studio ne voit que la tâche qui déclenche la règle. Et si vous voulez voir d'autres objets, il faut bien les mentionner dans les instructions. Donc c'est pas magique d'un coup, Asana va pas voir tout le world graph, c'est volontairement limité et va ne voir que les objets que vous mentionnez. Typiquement, un prompt pourrait dire en fonction des objectifs et on mentionne l'objectif, définit la priorité de cette tâche par exemple. Et j'ai une mini question, l'autre coup, j'avais un petit doute. Et si les éléments sont mentionnés dans la tâche, par On n'est pas là exemple? pour faire du support, Arthur, hein. C'était une question, c'est pas avec tout le monde qui écoute ça. Je crois que ça Ok. marche pas. Il me semble que ça marche pas. Euh,
Parce que, selon moi, le créateur de la tâche, c'est lui qui pilote le contexte maximal, entre guillemets. Et du coup, il faudrait pas qu'une personne puisse notamment faire exploser les coûts d'une règle parce qu'elle a mentionné plein d'objets dans la description. Donc pour moi, ça marche pas. C'est limitant, effectivement, dans certains cas. Mais en même temps, ça replace le contrôle sur la personne qui a créé la règle. Ok, donc les instructions, ça reste l'endroit où il faut mentionner les éléments. Ouais, ce qui bloque d'ailleurs certains cas d'usage. Typiquement, nous, on avait un cas d'usage où on voulait que une tâche soit placée dans un projet automatiquement en fonction de plein de critères. Bah, à moins d'avoir mentionné tous les projets cibles potentiels dans le prompt, ça marche pas. Asana va pas par défaut voir l'entièreté de l'espace. Ok, Problème qu'on a intéressant. réglé avec des scripts euh, parce que parfois c'est la seule solution. Dernière info que je trouvais intéressante, les objectifs ont maintenant deux nouveaux niveaux d'accès. J'avoue que je savais même pas, mais éditeur et lecteur. Donc historiquement, il y avait quasiment rien, il y avait propriétaire, je crois, et donc petit à petit, ils ont rajouté des niveaux. Et vous avez maintenant les niveaux éditeur et lecteur pour les objectifs. Et il nous reste quelques minutes, alors je vais passer en revue hein, ce que j'avais mis un peu en bas de ma liste, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est des cas d'usage un peu plus niche, on va dire. Euh, pour se connecter, on peut demander à recevoir des liens magiques. Donc, par exemple, si on a perdu notre mot de passe, on peut recevoir un lien par mail, on clique le lien et on est connecté. Euh, sur mobile notamment, il y a beaucoup de nouveautés hein, sur iOS et Android. Sur mobile, vous pouvez appliquer plusieurs filtres et plusieurs tris depuis l'appli mobile. Sur Android, vous pouvez synchroniser les brouillons de commentaires. Donc, si vous êtes en train d'écrire un commentaire sur l'ordi, vous allez retrouver votre commentaire sur Android. Pratique. Vous pouvez, depuis les applis mobiles maintenant, afficher le raisonnement de l'IA. Quand l'IA a fait du travail, il y a un petit bouton dans l'appli web pour afficher tout le raisonnement qu'il y a eu derrière. Vous pouvez le faire maintenant depuis le mobile. Vous pouvez acheter AI Studio Plus directement depuis la console d'admin ou passer par nous si c'est nous qui gérons vos licences. Et enfin, on peut finir là-dessus si tu veux, l'automatisation du résumé de la transcription Zoom et le lien avec AI Studio. Tu veux en parler rapidement? Alors, je ne savais pas que c'était nouveau, je pensais que c'était sorti déjà il y a quelques temps, mais en effet, l'intégration Zoom existante permet maintenant de récupérer le transcript d'une réunion Zoom, si c'est de ça dont on parle, Ouais. et de l'envoyer dans Asana dans une tâche qui est ensuite souvent un point de départ pour retravailler ce transcript. Vous pouvez faire un résumé, vous pouvez faire des tâches, des sous-tâches par rapport aux actions qui ont été discutées pendant le meeting, et ensuite n'importe quel workflow finalement qui fait sens avec vos meetings. Et ça, c'est un super use case. Moi, j'ai une tâche pour essayer de le brancher là dès que possible. Et si je dis pas de bêtises, ça a été vendu comme une sorte de nouveauté IA, alors qu'en fait, la nouveauté, c'est le déclencheur qui permet de déclencher une règle. Après, derrière, on branche ce qu'on veut, comme tu l'as dit. C'est pas vraiment une nouveauté IA. L'IA va pouvoir, en revanche, lire le transcript. C'est ça, mais le transcript en lui-même, il est un peu indigeste finalement, donc vous n'allez pas en faire grand-chose, sauf si vous voulez stocker des transcripts. Mais par contre, avoir l'IA qui en fait quelque chose, ça crée, je pense, de la valeur. Super. Eh ben, merci, Arthur. Du coup, un mois de septembre avec pas énormément de nouveautés, mais quand même, ça bouge. Bah, c'était l'été, hein, forcément, donc les équipes ont un petit peu moins travaillé. Mais on se retrouve le mois prochain avec les nouveautés d'octobre. Super, et la semaine prochaine avec un autre podcast peut-être. Exactement, j'ai pas choisi le sujet, on va décider ensemble. Super, à bientôt!